comprend comment tu en es arrivé là, du coup, voilà, aussi tes aspirations futures, etc. Ouais. Ok. Donc, j'ai réussi à trouver pas mal d'infos, soit sur LinkedIn, soit... Mais bon, déjà, j'aimerais bien savoir où tu es né, où tout ça a commencé. Alors, tout a commencé pour Marie-Monique qui est là, en 1980, parce que j'ai 44 ans quand même. Et je suis née à Pleumeur en Bretagne. Ok. Près de Lorient. Ouais. Pourquoi? Tout simplement parce que mon père était dans la marine. Donc, père dans la marine, j'ai fait énormément je te laisse continuer les questions, peut-être que... Non, du coup, voilà, la prochaine question, c'est quel genre d'enfance tu as eu, quel souvenir tu en as? Je suis la cadette, la petite dernière d'une fratrie de 4. Ok. Tu vois. Et j'étais, les premières années, donc j'étais à la campagne quand même. On était en Bretagne, c'était un peu la petite maison dans la prairie, tu vois. Et après, on est venu s'installer à Saint-Mandrier, en face, donc militaire, après à Toulon, etc., etc. J'ai vécu en Afrique quand j'étais enfant. J'ai vécu au Maroc, au Sénégal aussi. Ouais, moi aussi. C'est vrai? Ouais, moi je suis venu à Toulon parce que justement pareil. Voilà. Et j'ai fait le Cameroun l'an dernier jusqu'à mes 21 ans. Donc en fait, ma jeunesse, elle est teintée à la fois de Bretagne, de Toulon et de Maroc. Vraiment, tu vois, jusqu'en CE2. Donc j'ai beaucoup déménagé. Et je crois que les plus belles années de ma vie, d'enfant, c'est à l'étranger. Ouais. Tu veux pas savoir. Je pense que j'ai des souvenirs du Maroc. J'avais 7 ans. Ouais, non, 7 ans, 8 ans. J'ai appris, j'ai pu un très trop mot, mais à l'époque, t'apprenais, quand t'étais à Casablanca, on apprenait l'arabe en primaire. C'était super, moi j'adorais. Et j'ai vu des paysages, j'ai rencontré des gens, vraiment ça m'a permis aussi de développer une certaine ouverture, je pense, sur le monde, une capacité de regard différente sur les choses. Donc mon enfance, pour moi c'est ça. C'est les saveurs, c'est des paysages différents, c'est une culture différente, c'est une ouverture sur les autres. Okay. Et puis une enfant très timide, j'étais extrêmement timide par contre. Je n'osais pas prendre la parole en public, en classe, je ne parlais pas, j'étais toujours rêveuse, sans penser, qu'à prendre la tête. Et très gauche, maladroite. Voilà. Ouais, tous les enfants sont là. Voilà, c'est ça. Donc, en termes d'école, comment du coup, tu as vécu l'école? Comment C'était une catastrophe. C'était une catastrophe. En fait, moi, la scolarité, elle a commencé, j'étais à l'école ici, j'étais diagnostiquée enfant précoce. Bon, moi, ça, je l'ai su adulte. Et à l'époque, ça ne se disait pas, et puis c'est surtout qu'en fait, j'ai eu, on va dire, ça fait un temps de bon. Ah non, c'est mon horloge. C'est pas grave. C'est pas coupé, tu fais un petit coup. Une petite coupure. Donc j'en recommence. Oui, donc j'étais scolarisée ici. Ça a été très difficile parce que j'avais un an d'avance. Et en ayant un an d'avance, on va faire courte, c'est ma mère qui m'a fait une partie de ma scolarité, mais le premier trimestre de CP. Et donc, quand j'ai intégré l'école, ça a été très difficile parce que j'avais pas le même rythme que les autres, et c'est surtout qu'en fait, j'avais un rejet de la part de mon enseignant. Donc, quelque chose que tu trouves très encore maintenant, de temps en temps, mais bon, ça a fait quelques dégâts, beaucoup de dégâts. Et du coup, l'école, pour moi, c'était d'une violence. J'étais vraiment. Je crois que j'ai été quasiment en échec scolaire jusqu'à tout le temps. C'est-à-dire que on disait toujours que j'avais des capacités, on savait que j'étais précoce, mais mes parents ne disaient pas forcément, et voilà. Mais à chaque fois, c'était toujours très dur. Parce que comme je déménageais souvent, à chaque fois, en plus, il fallait que je me réadapte aux enfants, que je me réadapte à l'école. Et en plus, que je sois bonne à l'école, que je sois j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Et pour moi, je pense que j'ai eu une phobie scolaire, tu vois.
Avec le recul, maintenant, je pense que c'est ça. Mais bon, ça va m'empêcher de faire ce que je veux après, finalement. Mais avec avec ma propre façon. Ce qui fait que, quand on arrive en terminale, je me souviens, en première, j'ai quitté l'école. Je savais que sinon, j'aurais jamais mon bac. Je crois que vraiment, ça a été une bonne décision que j'ai prise pendant. Bon, après, il a fallu l'argumenter au père. Alors voilà, mon argument numéro 1. De toute façon, si je reste au lycée, je ne l'aurai jamais. Je serai, de toute façon, les enseignants italiens disaient non, elle n'aura pas. Et j'ai dit donc la seule solution, c'est que je sors du système, mais que j'ai tel prof sur telle matière. Donc j'avais trois profs, une de philo, un de maths et une d'anglais. Et le reste, je le faisais toute seule. Et avec ces 3 personnes-là, en fait, je me suis aperçue, on m'a toujours dit que j'étais nulle en maths, j'ai eu un déclic de ouf. J'ai adoré. Et j'étais excellente, vraiment très bonne en maths. Et tu vois, ça m'a fait quand même révéler certaines choses sur moi. Mais bon, au bout de l'enfance, plutôt, et une scolarité aussi. C'est comme ça. Question business. Est-ce que tu as peut-être lancé un petit business ou quoi pendant tes études? Je sais pas, moi je me rappelle que je vendais des dessins à récré contre des bonbons, etc. Mais est-ce que du coup... Non, moi mon premier job, écoute, c'était, j'avais 18 ans, tu vois, j'avais travaillé tard. Je crois que j'avais fait un peu de babysitting si je donnais des cours d'anglais. Alors j'étais une puce en anglais. Mais pour le niveau 6e, j'avais les bases, tu vois. J'arrivais à donner des cours à des petits 6e. J'avais 17 ans. Donc ça c'était mon premier business un peu, tu vois. Mais c'était pas un business en soi, c'était vraiment quelque chose de très classique. Et mon premier vrai job, j'avais 18 ans, c'était au Cameroun. Et il y avait une boutique de bagnes, de tissu africain, qui était gérée par une usine qui vendait des boutiques, ils avaient des boutiques en ville. Et ils avaient à l'époque, toutes les ventes de la boutique se faisaient sur papier. Donc il y avait des bordereaux où le personnel qui est le vendeur marquait ce qu'ils avaient vendu, mais sauf qu'il n'y avait rien qui était saisi. J'ai dû rattraper 1 an de vente sur l'ordinateur. Sympa. Premier job. Et je connaissais tous les codes par cœur après. Ah oui, forcément. Et ça m'a appris à taper à l'ordinateur parce que j'étais une vraie bulle là-dessus aussi. Je savais pas. J'étais là, non, là, ça m'a permis vraiment ça, tu vois, ça m'a appris ça aussi. D'être capable d'écrire vite, d'avoir des réflexes et puis d'être plus agile. Mais pas de business en soi, tu vois. Donc j'étais très. Est-ce que, du coup, c'est ton premier business, ce cabinet? Et du coup, avec combien d'argent tu as créé cette société? Ça m'a créé. Alors, j'ai une base de dépenses sur le cabinet de 4 500 € par an. C'est rien. Parce qu'en fait, j'ai le loyer ici, mais je le loue que 3 jours par semaine. J'ai des frais fixes un petit peu sur de la com. La chose sur laquelle j'ai investi, c'est des photos pro. Franchement, si j'ai un conseil à donner là-dessus, moi, c'est les photos pro. Ne pas faire l'impasse. Ne pas se dire, allez, si on a des qualités de photographe comme toi, tu vois, tu peux l'avoir en audiovisuel, c'est ok. Mais si t'es pas doué en photo, confie cette tâche à quelqu'un. Donc c'est le métier parce qu'en plus, tu participes et tu contribues à faire en sorte que des entrepreneurs vivent de leur activité. Il y a aussi ça, tu vois. On a envie de tout faire quand on est solopreneur, entrepreneur. Parfois, il faut aussi dire, non, ça, je l'ai confié à quelqu'un. Ou prévoir de le confier à un an après, tu vois, une fois que ton entreprise a un petit peu de vécu et que tu peux faire un petit peu de monnaie, quoi, tu peux confier ça à quelqu'un d'autre. Donc, tu vois, moi, j'ai fait des photos pro, le site internet, je l'ai fait moi-même, mais c'est une grosse erreur aussi, parce que
Ouais, surtout un site internet. Encore les photos, ça peut. Site internet, au début, Canva, c'était un site vitrine, ça m'allait. J'ai voulu tourner sur un site un peu plus avec un blog. Ah bah. Mon Dieu, une catastrophe, j'ai scratché mon site. Bah, c'est sur Canva. Bah maintenant, il est plus sur Canva, il était sur WordPress. Ouais. J'ai scratché. Sans m'en rendre compte un jour, et là, j'ai mis tout ce que j'avais fait. Ah, il n'y en a plus, donc j'ai tout refaire. Donc voilà, donc, ici les principales dépenses que je peux avoir, bah, c'est aussi ma RC professionnelle, parce que ça c'est obligatoire. Moi j'ai choisi d'adhérer aussi à une fédération de coaching, tu vois, dans les valeurs d'éthique. Ouais. Donc ça c'est aussi des choses que je paye. J'ai un logiciel de réservation pour les séances. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Canva parce que j'utilise beaucoup. J'ai un petit profil Instagram. Alors, j'ai pas réinvesti LinkedIn encore. Ça fait partie de la prochaine étape de communication. Et pourtant, c'est là où j'ai la plus grosse. J'ai 600 contacts. Ouais. Tu vois? C'est vrai que j'ai vu qu'il y a pas mal de republications, mais pas. Pour l'instant, je l'ai pas réinvesti. Ouais. Parce que je pense qu'en fait, tu vois, j'avais besoin d'avoir. Je sors d'une vie de salariat, je suis un poste de responsable RH, et j'allais dire comment je fais pour passer de ça à ça. Et j'avais besoin d'investir un autre média, comme Instagram, pour pouvoir aussi tester certaines choses avec moins d'enjeux, puisque je repartais de zéro, parce que j'avais zéro communauté. Donc, là, c'est un bébé de communauté que j'ai, et voilà, ça, c'est mes enjeux un petit peu. Okay. Les frais, voilà, je te dis, 4 500 € à l'année, sur entre les RCO, les logiciels de réservation, de créa, les photos, tout ça. Et en termes de contenu, du coup, sur Instagram, tu fais quoi? C'est ton métier ou c'est juste par exemple des photos de ton local? Alors, j'explique que je vais faire 2 choses par semaine en général. Je me suis fixée là, tu vois, ça fait. Je trouve qu'une des choses pour bien durer, c'est d'avoir de la régularité et de la discipline sur ça. 2 choses, de se dire quel est mon rythme. Est-ce que je suis capable de faire ce rythme? Ouais, je poste tous les jours comme ça, tu inondes. Non, moi j'ai dit 2 fois par semaine et puis une story de temps en temps. Mais 2 réels, en fait c'est en général 2 réels. C'est soit que des audios avec des tips, ou vraiment c'est une fulgurance que je vais avoir sur par exemple ce que j'ai vécu dans la journée. Tu vois, la dernière fois c'est oser être soi-même, des choses comme ça, et avec des conseils, un petit peu des tips, ou des trucs de relaxation en même temps, et des concepts. Tu vois, il y a un peu de tout. Au début, je mettais des concepts. Parfois, j'explore quelque chose aussi. La dernière fois, j'ai exploré le thème de la zone de confort. Voilà, la zone de confort, pour moi, pour le coup, si c'est un terme que je déteste, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'était la zone de confort, ça veut dire déjà que tu as une zone de confort. Et il faut en avoir une. Et c'est pas donné à tout le monde, je peux te dire. Ouais. Dans quel sens? T'as des fois des gens dans leur vie, rien que leur vie, c'est pas confortable. Ouais. Tu vois, t'as pas de mais il y a des gens qui sont inconsciemment, on reste des fois dans des situations qui nous mettent dans le déconfort, mais malheureusement parce qu'on a compris. Ouais, pareil. D'accord. Tu vois, c'est passionnant cette zone de confort parce que finalement tu t'aperçois que parfois tu y restes parce que tu ne connais que ça. En fait, tu t'aperçois même pas que c'est de l'inconfort ou autre chose. Et à contrario, du coup, si tu dis allez, sors de ça, pourquoi j'irais sortir? Mais je t'assure que la lumière est au bout du couloir, tu vois, comme un peu c'est. Donc, moi déjà, j'essaye de travailler, tu vois, sur c'est quoi ta zone déjà, toi, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est quoi le confort pour toi? Ça veut dire quoi prendre un risque? Oser. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est expérimenter. Je dirais pas sors de ta zone de confort, c'est expérimenter. Voilà, en fait, c'est ça. Vas-y, tente, expérimente, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, logique de petits pas. La logique de petits pas, elle t'amène hyper loin. Elle t'amène très très loin. C'est-à-dire que si tu fais un petit pas à chaque fois, forcément, au bout d'un moment, tu arrives. Et c'est pour ça que je mets de la douceur, tu vois. C'est que
finalement, est-ce que tu peux dire, allez, bingo, j'y vais à fond, je vous donne tout. Bah non, 200 mètres, des fois, il n'y a plus personne. Il faut savoir doser son effort. Et la logique des petits pas, quand tu n'as pas une vie ou quand tu as une vie qui est un peu, tu vois, comme tu dis, où tu as ta zone de sécurité, d'insécurité maximale, et ben, tu te laisses l'opportunité d'y aller vraiment, tu vois, comme ça. Et parfois, il faut te donner un petit coup d'accélérateur quand même. Mais il faut savoir moduler ses efforts. Ouais. Moi, je pense que c'est mon gros problème. Il n'y a pas de souci. Non, c'est super intéressant parce que moi, il y a une phrase que j'ai reprise dans un livre, enfin une phrase, 4 mots. 1 vaut mieux que 0. Super simple, efficace, c'est utilisable dans tout. 1 pas vaut mieux que 0. Enfin, tout. C'est pour tout. Ou à l'inverse même, 0 vaut mieux que 1. 0 gâteau vaut mieux que 1. Donc j'adore cette phrase. Franchement, c'est. Et ça marche pour plein de choses. Et tu vois, c'est la logique des petits pas. Ça revient à ça. Toi, c'est 0,1, tu vois. Et moi, c'est la logique des petits pas. Un pas après. Un pas après. Je veux dire, quand t'es enfant, t'apprends à marcher, tu vas petit à petit, puis des fois, t'as quelqu'un qui t'aide, un mentor, puis des fois, t'as personne, puis tu trouves toi-même ton mentor aussi. Parce qu'il y a tout ça, en fait, qui dans cette logique-là. Tu peux vraiment trouver des sources de soutien, mais il faut que tu regardes autour de toi, ou que tu saches accueillir aussi, et tu peux avancer, voilà. Enfin, vraiment en étant serein des fois, et parfois en étant serein, mais tu avances quand même. Bon, durant toutes les questions d'avant, je pense répondu très largement à la question, mais bon. Pourquoi, du coup, je suis toujours resté dans un milieu, un secteur d'activité avec de l'humain? Je crois que ça me passe. Non, mais je sais pas comment dire, mais moi j'aime. Je pense que l'être humain, il a des capacités énormes et que parfois, il faut juste avoir quelqu'un à ses côtés pour le faire, pour booster, ou pour aider, ou pour regarder les choses sur un autre angle, ou poser une question qu'on t'a jamais posée. Ça, c'est un truc auquel j'en crois beaucoup. Tu vois, moi, j'adore ton idée d'interview parce que l'art de la question, c'est la base en coaching. C'est l'art du questionnement. Et la puissance de la question, elle est colossale. C'est un jour, tu peux avoir un déclic juste parce qu'on te pose une question. Et que c'était cette question qu'il fallait qu'on te pose à ce moment-là. Et voilà. Et j'aime bien ces personnes qui posent des belles questions. Okay. Voilà. Est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y aurait une erreur que tu aurais aimé ne pas commettre? Ou voilà. Douter de moi. Franchement, tu vois, tu sais, des fois, dans les trucs de thérapie ou autre, on me dit, tiens, qu'est-ce que tu dirais à la petite fille? Tu vois, qu'est-ce que tu dirais à la petite fille? Maintenant que tu vois la vie de femme que tu as eue, ou la vie d'homme, qu'est-ce que tu dirais à ton enfant? Je dirais, mais en fait, ça va aller, mais tu n'imagines même pas les ressources que tu as. Les gens ne le voient pas, mais c'est pas grave, c'est parce que tu n'étais pas prête à le montrer. Voilà. Tu vois? C'est ça. Ok. Est-ce que tu as déjà failli tout lâcher, tout arrêter? Oui. Tout avancer? Oui. Tout le temps. Tout le temps, pardon. En fait, c'est, tu sais, les montagnes, oui, c'est émotionnel aussi, c'est que de temps en temps, quand tu te trouves vraiment ce doute qui vient de te dire qu'en fait, je suis pas légitime, finalement, ça se trouve, je fais pas ce qu'il faut, et en fait, non, c'est ce petit truc-là qui est dans ton ventre, qui va s'insinuer dans ta tête. Tant que ça reste dans le ventre, tu arrives à le gérer en fait. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Mais pour le coup, dans ce cas-là, ce que j'appelle moi mes relais, c'est les gens qui croient en moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'entoures de gens qui croient en toi aussi. Tu t'entoures pas de gens qui ne croient pas en toi, sinon ça. Alors tu peux faire objection, comme les objections commerciales, c'est-à-dire ces gens-là, ils t'aident, ils t'apportent quelque chose comme eux. Parce que même quand on ne croit pas en toi, ou qu'on doute de toi, ou qu'on doute de ton projet, et bien toi, ça peut à un moment donné être un levier pour tenter d'expliquer ou aller travailler sur des points qui finalement, peut-être que la personne qui m'a dit ça, ce jour-là, elle avait raison. Elle m'a poussé à aller travailler un point qui était bof dans ma prestation, dans mon projet. Tu vois. Donc oui, ça m'est déjà arrivé, mais dans ce cas-là, je m'entoure vers les gens qui croient en moi.
Dans ce cas-là, c'est hop, ce doute, help. Et tu vois, il y a aussi ça. Et j'ai marché des ressources, tu vois, tu as des ressources humaines. Et tu as les ressources de la vie, tes pieds, toi-même, te concentrer, passer à autre chose, te focaliser. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Ok. Du coup, durant toutes ces années d'expérience, s'il y avait, un petit peu gros de dire une leçon que tu as retenue, mais voilà, un tips ou peu importe, quelque chose, Expérimenter. Franchement, expérimenter, qu'est-ce qui peut se passer au pire? Bah, tu tombes, bah ouais. Et en fait, si tu vois, par exemple, il y a un moment donné, quand je me suis dit, je vais quitter le boulot dans lequel je suis, je vais me mettre à mon compte, je sais pas, allez, scénario catastrophe, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, ça marche pas. Ok, qu'est-ce que tu fais si ça marche pas? Ben, t'as pas perdu tes diplômes, donc tu trouves un travail. Tu peux reprendre le travail, ok, t'as pas envie de reprendre le travail où tu étais, ou non, ben, tu peux toujours faire un autre métier, voilà. Donc en fait... Qu'est-ce qu'il faudrait se mettre comme ça? Ok, scénario catastrophe. Qu'est-ce que je fais? Et en fait, j'ai pris vraiment le temps, à un moment donné, de façon limite façonnant, quoi. Bon, ok, Marie. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, ben ouais, c'est ton ego, peut-être qu'il prendra un coup, bah, l'ego, il va s'en remettre, hein. Mais vraiment, t'as plus de chômage, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu reprends un boulot salarié, ouais. Tu peux reprendre n'importe quel boulot salarié aussi. Tu peux what? Ah oui, c'est vrai aussi. Et donc, en fait, tu peux reprendre un mi-temps. Ouais. Comme ça, tu peux quand même bien essayer et tout. Et puis, bah, tu peux éviter que ça n'arrive pas. Tu peux éviter que ça arrive plutôt. Et faire ce qu'il faut. Et puis, mettre la bonne énergie, t'entourer des bonnes personnes. Oser aller saisir les opportunités quand elles se présentent à toi. Parce qu'en fait, il y en a tous les jours des opportunités. Qu'elles soient minimes, tu vois, ou maxi, ben elles se présentent à toi. Et il faut juste apprendre à les voir et ouvrir les yeux, quoi. Ouais. Écoute, c'était la dernière question de cette deuxième partie. Super. Merci beaucoup d'avoir répondu à tout ça.